Donc, et bonjour et bienvenue pour cet avant-dernier cours. L'aventure se termine, si voilà, à bien des égards aussi. Il reste encore quand même un cours où je vais quand même essayer de enfin attaquer la vraie question qui m'occupait ici après tous ces préliminaires, qui est en gros quelle science pour demain. Évidemment, comme c'est une question un peu vaste, il fallait quand même la préparer par tous ces cours préliminaires. Et aujourd'hui, on va quand même s'attaquer à deux exemples concrets de cette idée de circuit long dans les sciences. Donc je vais prendre un exemple que je connais bien, qui sont les atomes pour traiter la matière. Et un exemple que je connais nettement moins bien, mais où je ferai confiance à mon collègue Christophe Bonneuil sur les gènes pour décrire le vivant. Donc dans les deux cas, le but c'est de montrer que la connaissance qui veut rentrer dans les circuits longs doit être différente de la connaissance qu'on a autrement, en fait. C'est ça le truc. Et que qui dit circuit long dit résonance avec d'autres constructions de circuits longs, donc circuits longs épistémiques, dit résonance avec d'autres circuits longs qui sont l'État et le capitalisme. Et donc je vais d'abord commencer par un truc un peu évocateur, et puis ensuite je rentrerai vraiment dans les cas concrets, et puis j'essaierai de finir par quelque chose d'évocateur aussi, si j'ai le temps, on va voir. Alors, je commence quand même, comme toujours, par un résumé du cours précédent. On a fait en gros la fin de la révolution industrielle et de la mise en place des circuits longs avec la révolution du contrôle. Vous vous rappelez comment il fallait, pour pouvoir piloter à distance depuis un centre, il fallait avoir en gros de l'information qui circulait plus vite que les objets qu'on voulait contrôler, notamment dans l'exemple du télégraphe et du train. Mais il n'y avait pas que ça, on a vu plein d'autres exemples, donc je me réfère à The Control Revolution. Et puis on a fini par la manière, disons, dont la science s'inscrivait de manière, disons, intime dans cette révolution industrielle via ce concept de engine science. Donc le fait que ce qui définit la science moderne, c'est pas essentiellement une nouvelle manière de voir les choses au niveau rationalité ou un esprit rationnel ou des aspects cognitifs, mais bien plus le fait que voilà, l'enchevêtrement intime avec tout type de machines, on en a vu un certain nombre qu'on finit du coup par appeler machines épistémiques parce qu'elles définissent vraiment la manière de savoir. Et donc ce qu'on va voir aujourd'hui, et ce que j'avais promis, c'est que tout ça, ça nous conduit au fait de, disons, que l'inexplication scientifique, donc un savoir spécifiquement science moderne, c'est, eh bien, évidemment pas juste par coïncidence, le type de savoir qui permet de capitaliser. Donc ça c'est le terme clé ici, hein, et en fait je vais me référer à des articles essentiellement de Bruno Latour, mais qui datent d'il y a déjà certains 40 ans. Donc c'est pas vraiment nouveau ce que je vais vous raconter, mais je pense que bon, à l'époque, enfin même à l'époque, c'est à partir d'une trentaine d'années que Latour met ça dans le contexte de l'Anthropocène, on va dire. Mais déjà à l'époque, il y avait vraiment cette étude fine sur l'idée de capitaliser, avec la formule qu'on verra vers la fin, expliquer c'est bâtir un empire. Voilà, et donc je vais essayer d'expliquer concrètement pour les atomes et pour les gènes ce que ça veut dire. Et puis donc dans le prochain cours, c'est pour vous donner un peu le cadre, on va vraiment essayer d'explorer avec des exemples concrets différentes manières de comprendre ou de justement dialoguer ou contrôler ou cohabiter avec le monde. En gros, vous vous rappelez de la métaphore de dompter le tigre pour permettre de le faire rentrer dans un numéro de cirque ou dans un circuit long plutôt, ou est-ce qu'il faut vraiment le dompter, ou est-ce qu'il faut préserver son énergie ou son caractère vivant, on va dire, en cohabitant avec un tigre un peu moins dompté, un peu plus sauvage. Et donc j'ai relu ces derniers jours l'article de Raway, Situated Knowledge, donc on va en parler un petit peu aussi. Et en gros l'idée c'est de dire aussi évidemment que comme il y a plusieurs manières de comprendre, de dialoguer, etc., avec le monde, eh bien chaque manière est aussi correspond à ou est adaptée à un certain mode de vie. Et donc, pour être vraiment très schématique,
On pourrait dire que dans la période organique, avant la révolution industrielle, le savoir d'Aristote était assez raisonnable et assez bien adapté. Et puis, avec la révolution industrielle et l'irruption des machines, des instruments, il fallait transformer ce savoir. Le savoir d'Aristote n'était plus, ne résonnait plus avec le monde devenu industriel. Et donc, il fallait un savoir correspondant. Et donc, si maintenant on dit qu'on passe à une autre phase, qui est maintenant la phase des limites planétaires, eh bien, quel est le type de savoir qui va être adapté à ce nouveau régime, ce nouvel état de la civilisation, on va dire ça comme ça. Voilà, ça c'est le contexte global. Alors, une petite lecture évocatrice quand même qui me semble intéressante parce que ça évoque plein de choses dont on va parler après. C'est évidemment un grand classique, Karl Polanyi, La Grande Transformation 44. Et je voulais juste mettre en exergue un des points qu'il soulève, qui est en gros, une fois qu'on a des machines, et donc des machines au sens capital immobilisé, c'est-à-dire des investisseurs qui doivent mettre beaucoup d'argent dans des machines, et bien en gros, ça transforme tout ce qui est autour. Et vous voyez, le parallèle, ça va être qu'une fois qu'on a un savoir qui va avec des machines, c'est aussi, ça doit tout changer autour, quoi. Et en fait, c'est pour montrer l'articulation en fait entre le savoir et le contexte. Donc, il dit, donc je vous résume un peu rapidement ce paragraphe, vous pourrez aller le regarder de manière plus posée, mais il dit c'est pas que la machine a causé tout ce qui s'est passé, mais il dit en gros une fois qu'on a des machines, des grandes machines, disons qui font de la production de masse comme on a vu, mais en gros des machines comme ça ne peuvent survivre que dans un marché bien développé en fait. Pourquoi? Parce que voilà, ces machines sont coûteuses et on peut les amortir, les rendre rentables que si on produit en masse. Et pour produire en masse, il faut quoi? Il faut garantir l'arrivée des matières premières et la vente, évidemment. Mais l'arrivée de matières premières, ça veut dire qu'il faut qu'on soit assuré que si on a assez d'argent, eh bien en fait, on est garanti d'avoir ces matières premières. Donc en gros, il faut que tout soit en vente sur un marché. Et si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, voilà, l'investissement est trop risqué et personne ne va le faire. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Dans une société agricole comme celle qui était avant la révolution industrielle, ça ne peut pas marcher quelque chose qui est comme ça. Enfin, disons cette idée-là, que toute la matière première soit en vente, parce que il faut produire non pas pour la subsistance, mais pour le gain sur un marché. D'accord? Et donc, ça reconfigure les motifs d'action, the motive of subsistence. D'accord? Donc, jusque-là, en gros, les gens produisaient pour eux-mêmes en grande partie, puis il y avait une petite partie qui était destinée à l'échange. Mais maintenant, si on veut vraiment que ça puisse circuler dans ces longs circuits de la révolution industrielle, il faut que les gens ne produisent pas pour la subsistance, mais pour avoir un salaire, comme nous, ou pour vendre sur un marché, voilà. Et donc, vous voyez que l'agir humain va être modifié par la mise en place des machines et donc du marché. Donc, toutes les transactions doivent devenir des transactions monétaires. Et ça veut dire évidemment qu'il faut que l'argent s'introduise dans toutes les articulations de la vie industrielle et tous les revenus doivent venir de la vente de quelque chose. Voilà, et il faut... Donc ce terme de système de marché veut dire qu'on change profondément et il évoque, il dit voilà, c'est la transformation de l'économie agricole précédente est tellement forte que c'est pas une transition continue, c'est plus comme la métamorphose d'une chenille en papillon parce que c'est vraiment devenu quelque chose de totalement différent. Et il dit que d'ailleurs ce commerce et cette société de marché s'est appuyé sur l'État parce que jusque-là, le commerce c'était des petits marchés locaux. Et il y avait le marché au long cours aussi avec voilà, les importations qui étaient marginales en termes de consommation mais qui étaient dissociées de ce marché municipal. Et c'est l'État en fait qui a créé un marché intérieur au niveau national parce que voilà, il faut que tout devienne marchandise, même ce qui ne l'était pas. Et ça, c'est le grand argument après de Polanyi, évidemment, que tout le travail, la terre, la monnaie, tout devient marchandise et voilà, la société perd son sens. Alors ça m'a fait penser, un petit aparté, parce que
en tant que physicien surtout. Il y a donc un article d'André Orlian, que je mettrai dans la biblio, où il parle, donc André Orlian c'est un économiste, qui a beaucoup travaillé sur la valeur, la monnaie. Donc vous avez vu la citation, disons l'effet de la monnaie pour Polanyi. Et Simmel, dans son livre célèbre sur l'argent, la mise en place de l'argent, donc de la monnaie, il y a un côté vraiment où, quand il parlait de la fascination pour la monnaie, vous voyez, la monnaie, c'est qu'une fois que vous avez des circuits longs, c'est ce qui va circuler le plus, c'est ce qui va être l'huile dans tous les échanges et ce qui va changer, puisque au lieu de subsister, il faut vendre, il faut donc tout transformer en monnaie. Et ça m'a fait penser tout de suite, moi, en tant que physicien, aux lois de la nature, c'est-à-dire, en gros, pour les théoriciens, les lois de la nature, c'est ce qui derrière, en coulisses, a fait agir le monde, en fait, fait tourner le monde, même si ça se voit pas directement comme ça. Et il dit, voilà, Simmel dit, la monnaie est un outil d'un type particulier, un outil absolu, qui offre une perspective insolite sur le monde, parce que, en fait, quand vous avez de la monnaie, vous embrassez d'un seul coup d'œil l'univers marchand dans sa totalité. Il est le lieu où les choses les plus opposées, les plus étrangères, les plus éloignées sont saisies simultanément dans leur commune soumission à la loi de la valeur. Et donc, l'argent est contemporain d'un rapport au monde où la modalité comparative de l'évaluation l'emporte sur l'appréhension directe des choses. Et ça évoque aussi ce que dit Granger, où les mathématiques, c'est le domaine où qui fait que la syntaxe dévore la sémantique, il dit. C'est-à-dire, c'est vraiment ce qui compte, c'est les échanges, c'est cette circulation dans ces longs circuits. Et Simmel dit que l'argent, qui est un moyen absolu, a des rapports significatifs psychologiquement avec l'idée de Dieu, au sens où, voilà, quand vous êtes au centre, vous voyez tout l'univers. Et la monnaie, il dit, est l'expression la plus pure et la plus concise d'un mode d'existence qui se détache des finalités pour s'investir dans la rationalisation des moyens. Et ça fait penser un peu aussi aux scientifiques aujourd'hui, enfin en tout cas moi, ça m'a fait penser. Alors, donc, le parallèle que vous voyez ici avec Polanyi, c'est que comme un marché qui se met en place avec des machines qui ont besoin que ça tourne, mais en fait, ces circuits longs épistémiques vont avoir besoin d'une connaissance qui soit aussi de l'information décollable du contexte, un peu comme la monnaie qui doit circuler. Vous voyez, c'est ça l'intuition. Donc il y a un parallèle entre le fait qu'il y a des savoirs adaptés à, disons, des motifs adaptés aux sociétés agricoles, on va dire la subsistance locale, et qui vont devenir le gain pour les circuits longs. Et de la même manière, voilà, il y a un savoir qui est cette connaissance pratique Aristote, qui va vers un savoir de Galilée, un savoir scientifique qui est adapté au circuit long. Donc il y a une transformation de ce qu'on appelle savoir, qui dépend de l'utilisation qu'on va en faire ou disons du contexte pertinent. Et la question, évidemment, je pense qu'il y a des parallèles clairs entre tout ça, mais la question difficile, c'est quelle est la pertinence de ça pour le devenir des sciences? Comment s'en inspirer et quelles conclusions en tirer pour le devenir des sciences? Et ça c'est le prochain cours. Alors, donc ça c'était un peu l'entrée en matière. Donc là je fais les parallèles, on va dire, entre disons, le fait de capitaliser. Alors Latour, dans un article de 85, déjà, qui est un très bon article d'introduction. Si vous avez jamais lu Latour, je pense que c'est l'article par lequel il faut commencer, Les vues de l'esprit, où il résume de manière très claire et simple et accessible, donc ça commence à dater déjà, mais vraiment les choses de base de cette vision anthropologie des sciences et des techniques. Et quelque part, il dit, voilà, comprendre pourquoi la science et le capitalisme font depuis toujours si bon ménage. Et donc c'est l'idée que ces deux entités, enfin ces deux mouvements, essayent de capitaliser. Et ce qu'il veut, en fait, dans cet article-là, c'est expliquer les énormes différences dans les effets, en gros, des savoirs empiriques avant les sciences modernes et les sciences modernes. Donc, en gros, là où on est aujourd'hui, avec les limites planétaires, mais sans faire appel, comme je disais tout à l'heure, à une rationalité ou des choses comme ça, mais un petit nombre de causes humbles, simples, mais surtout qu'on peut étudier empiriquement. Et c'est ça vraiment le but de l'anthropo et de la socio des sciences, c'est vraiment étudier empiriquement comment on arrive à avoir des effets aussi énormes avec en gros les mêmes humains. Et donc la question qu'il voit, qui est commune à la science et au capitalisme, c'est comment il est possible de capitaliser quoi que ce soit. Et donc c'est ça, ces dispositifs humbles et simples, il faut d'abord faire venir le monde dans certains points, qui deviennent alors des centres ou des points de passage obligés,
Très bien, mais sous quelle forme faire venir le monde pour que d'une part, ce qui est loin, distant et périssable s'y trouve assemblé, et que d'autre part, le centre ainsi constitué ne soit pas un formidable embouteillage. D'accord? Donc vous allez essayer de rapatrier le monde pour le contrôler. Vous avez vu, là, le Control Revolution, c'est il faut avoir une information qui vient et qui repart, mais il faut aussi que toute l'information qui arrive ne devienne pas, enfin, soit pas chaotique et ne soit pas un embouteillage, comme il dit. Et donc il dit, il faut inventer des dispositifs qui mobilisent les objets du monde, maintiennent leur forme et puissent s'inspecter du regard. Il faut surtout que toutes ces formes puissent se combiner à loisir. Donc ça va être des maths, en fait, voilà, des formes, des formules, des chiffres, voilà, se combiner à loisir et se retravailler de telle sorte que celui qui les accumule dispose d'un surcroît de pouvoir. Alors seulement certains points deviennent des centres capables de dominer sur une grande échelle. Et ça va être soit des capitales, soit des empires, soit des laboratoires, soit des grandes entreprises. D'accord ? Alors, vous pouvez aussi vous référer à un article encore antérieur qui est très bien, Le grand Léviathan s'apprivoise-t-il de Calon et Latour, donc 81, ou l'article aussi très connu de John Law, 86, sur quelles sont les méthodes pour contrôler à grande distance. Et en gros, c'est donc qui veut capitaliser, donc évidemment les États, les empires ou les capitalistes, mais aussi les scientifiques en fait. Mais vous voyez, c'est pas une idée nouvelle, hein, ça date il y a plus de 40 ans, mais je pense qu'on n'en a peut-être pas tiré toutes les conséquences, mais donc tous ces articles-là répondent à ce que Latour appelle une vieille question, c'est comment un micro-acteur obtient-il d'être un macro-acteur? D'accord, il ne suffit pas de poser que certains sont puissants et macro-acteurs, il faut essayer de comprendre comment ils y arrivent. Il ne suffit pas de dénoncer, il s'attaque un peu à Mumford avec son idée de méga-machine. D'ailleurs, à un moment, il dit Mumford, il critique les méga-machines. Le problème, c'est qu'il les prend pour argent comptant quelque part, et si on veut... Donc pour dénoncer, c'est bien, mais si on veut agir contre, il faut comprendre comment ces méga-machines se mettent en place pour pouvoir agir dessus, en fait. Et donc c'est ça son but. C'est vraiment essayer de comprendre comment ces dynamiques sociales-là, en fait. Et donc, Law dit comment un petit nombre de gens à Lisbonne peuvent influencer, donc au moment de la colonisation, évidemment, des événements qui se passent à l'autre bout du monde. Il n'y avait pas, évidemment, c'était il y a combien 5 siècles, 5-6 siècles, donc vraiment, c'était ce contrôle à longue distance n'était pas du tout trivial. Et donc, il montre bien comment, en gros, ils vont modifier les bateaux pour pouvoir avoir un bateau qui va et qui revient sans être détruit, les équipages qui vont avec, les moyens de navigation qui vont avec. Enfin voilà, il y a toute une mise en place de toutes ces choses-là qui, on l'avait déjà vu, implique aussi des instruments de navigation, donc implique des artisans qui sont capables de fabriquer ces choses-là, et donc on voit ce qu'on avait vu un peu dans Engine Science. Et donc Latour dit pour construire ce Léviathan, donc ce centre en fait, il faut enrôler un peu plus que des relations, des alliances et des amitiés, donc c'est pas juste des choses entre humains. Il faut, donc dirait Latour, enrôler des non-humains qui ont une certaine fiabilité différente de celle des humains, et donc en gros faire une machine, c'est-à-dire interrompre l'exercice continu d'une volonté pour donner l'impression de forces qui se meuvent par elles-mêmes. Une machine, c'est une boîte noire qui semble se mouvoir par elle-même. En termes logiques, il faut enchaîner des arguments, stabiliser un raisonnement sur des prémices pour pouvoir opérer une déduction. Donc voilà, c'est l'équivalent des machines. En gros, un algorithme, c'est un peu comme une machine, mais non matérielle, on va dire. Et Latour dit, les modernes ont simplement inventé les réseaux longs par enrôlement d'un certain type de non-humains. L'allongement des réseaux s'interrompait jusque-là et forçait à maintenir des territoires. Donc ça, il fait allusion à Deleuze et Guattari, 72. J'y reviendrai soit à ce cours, soit au prochain. Donc avec la distinction science royale et science nomade, qui va nous aider aussi comme contraste entre deux types de sciences. Mais en multipliant ces êtres hybrides mi-objet et mi-sujet, que nous appelons machines et faits, les collectifs ont changé de topographie. D'accord, donc ce que les scientifiques vont inventer, mais mêlés aux impérialistes, aux colonialistes et aux capitalistes, en fait, et aux étatistes, je sais pas qu'il faut les appeler, ils vont inventer un truc qui va servir à tout le monde, en fait, à faire ce contrôle à longue distance, qui va avoir des déclinaisons plus scientifiques, des déclinaisons plus de contrôle, et voilà. Mais en gros, c'est ce même mot, c'est cette même marmite, quelque part, qui va bouillir et qui va donner les sciences modernes et les États modernes, et voilà. Alors,
j'ai promis 2 exemples concrets. Donc le premier que je connais bien, que j'ai déjà traité il y a longtemps dans des atomes dans mon café crème, sans savoir en fait vraiment consciemment que ça s'inscrivait dans cette idée-là. C'était, même si j'ai pas mal discuté avec Latour à l'époque où j'ai écrit ce bouquin, j'avais pas du tout en tête toutes ces thématiques-là, je dois dire. Mais finalement, en y réfléchissant, ça colle pas trop mal. Donc concrètement, comment est-ce qu'on est passé de l'appréhension pré-scientifique moderne, on va dire, de la matière, à l'appréhension moderne, et qu'est-ce que ça veut dire ce circuit long concrètement en fait. Et en gros ce que c'est on va passer d'un commerce avec la matière au niveau macroscopique, diraient les physiciens, au contrôle de la matière avec les atomes. D'accord ? Et c'est ça que je vais essayer d'expliciter. Alors par rapport aux exemples qu'on avait vus jusqu'à maintenant qui étaient l'astronomie, eh bien évidemment la matière c'est quand même beaucoup plus compliqué que les cieux, d'accord ? Il n'y a pas de régularité évidente, il y a des comportements qui sont complètement étranges, il y a des objets qui se laissent tordre comme les petites cuillères, il y a des objets chauds, il y a des corps humains qui produisent de la chaleur, d'autres qui n'en produisent pas, il y a la cicatrisation, pardon. Il y a le mûrissement des plantes, il y a des arcs-en-ciel, il y a des tremblements de terre, il y a du magnétisme, il y a des trucs qui se congèlent, enfin bon, voilà, il y a plein de trucs. Alors nous, maintenant, on a divisé en biologie, mais à l'époque, voilà, c'est tout le monde matériel a des comportements très variés, complexes et tout, et comment est-ce qu'on peut rendre compte de ça, c'était pas du tout trivial. Les gens n'ont pas du tout attendu les scientifiques pour avoir une maîtrise assez forte sur la matière. D'ailleurs, les âges préhistoriques se nomment par les matériaux qu'on a maîtrisés progressivement, hein, donc l'âge de bois, mais dont il reste peu de traces, mais pierre, bronze, fer. Et par exemple, les Japonais savaient faire des sabres, c'est bien connu, très performants, on ne sait pas tellement faire mieux aujourd'hui, par des techniques de métallurgie, voilà, qui n'empruntent rien évidemment à la science moderne. Et quand vous regardez sur cette longue histoire, la physique de la matière, elle a 50 ans, bon, c'est peut-être 60 maintenant, elle est née en gros de la Deuxième Guerre mondiale, hein, quelque chose comme ça. Et même à l'échelle de la science moderne, c'est une science assez jeune. Et donc pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, il fallait, avant que l'approche physicienne de la matière soit pertinente et féconde, ben, il fallait en gros que l'industrialisation passe par là et mette la matière dans les circuits technologiques. Et bon, pour la chimie c'est un peu pareil aussi. Hein, non ? Alors, je prends ici, un peu pour le critiquer, mais n'empêche que c'est quand même un grand vulgarisateur et donc un Nobel 65, Richard Feynman, donc, qui est prix Nobel pour la mécanique quantique, mais qui a surtout écrit pas mal d'ouvrages de vulgarisation et notamment un cours de physique, qui est vraiment voilà, une très bonne introduction à la physique si ça vous intéresse, niveau post-bac quoi si vous voulez, mais vraiment avec un premier tome qui est très introductoire ou introducteur, enfin bon, très simple. Et page 3 de ce cours-là, donc vraiment la première page quoi en gros, il dit, Feynman dit, bah, si dans un cataclysme, bon, à l'époque d'ailleurs c'était une guerre froide, atomique, etc., mais bon, toute notre connaissance venait à être détruite. En gros, si on avait droit de sauvegarder qu'une phrase, qu'est-ce qu'il faudrait sauvegarder de tout ce que l'humanité a appris ? D'accord ? Évidemment, il sauvegarde une phrase de physique qui est « Toutes les choses sont faites d'atomes, qui sont des petites particules qui se déplacent en mouvement perpétuel, s'attirant mutuellement à petite distance et se repoussant lorsqu'on veut les faire se pénétrer. » Il dit voilà, s'il y avait un truc qu'on devait garder de toute la connaissance humaine, ça serait ça. Et le reste du chapitre, il montre des exemples. Alors il dit voilà, l'eau a grandi 1 milliard de fois, ça ressemble à ça. Et puis ça permet de comprendre que bah voilà, l'eau est liquide parce que ces petits Mickey, comme il dit, ça tire un petit peu. Enfin, bon, et en gros, c'est quand on y réfléchit un peu, c'est quand même limite au niveau scientifique, mais bon, voilà, je vous invite à le lire, on discutera après, et on pourrait rajouter cette image, donc ça c'est l'eau agrandie 1 milliard de fois, et si on prend un métal standard et on l'agrandit 1 milliard de fois, on verra un truc comme ça, donc vous avez des empilements de ces petites billes, avec des parties ordonnées que vous voyez en blanc, et puis ce qu'on appelle des joints de grains, donc des parties désordonnées qui sont à l'interface entre deux petites parties ordonnées en fait. Donc lui, il passe le reste du chapitre à dire, voilà, les atomes, ça explique plein de choses et tout ça. Bon, voilà. Alors, c'est un truc qui fascine et qui inquiète les physiciens en même temps. Là, c'est un bouquin qui est sorti il y a 2 ou 3, enfin, je sais pas, quelques années, mais assez peu.
où on insiste sur vraiment les atomes, c'est à la base. Bernardius, c'est quelqu'un qui a écrit des bouquins de physique statistique, et il commence tout de suite que l'on se rassure, les atomes existent bel et bien. Enfin bon, c'est quand même un des trucs qui rendent un peu, qui angoissent un peu les physiciens qu'on mette cette question en doute. Et en fait, il faut quand même, c'est pas que les atomes existent ou n'existent pas, c'est pas ça la bonne question, c'est qu'est-ce que ça veut dire, enfin donc de quoi l'atome est-il le nom, si on veut l'appeler comme ça, enfin disons qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique comme regard sur la matière que de parler d'atomes. Et là, John Dewey, il y a déjà un siècle, dans Quête de certitude, disait, en fait, il y avait la bonne vue, je pense, de comment il faut considérer les atomes. Il dit, voilà, le mot « eau », dans cet exemple-là, suggère un nombre indéfini d'actes, boire, se laver, etc. Bon, donc ça, si vous voulez, c'est le rapport qu'on a avec l'eau quand on n'est pas scientifique. Mais il n'établit pas de lien avec les formes solides et gazeuses. D'accord? C'est de l'eau, voilà, qui est bien pour, voilà, boire. Mais a priori, il n'y a aucun rapport avec, par exemple, la vapeur d'eau. On ne sait pas, enfin, on voit éventuellement la vapeur d'eau, la glace c'est un peu plus facile, mais, parce qu'on la voit, mais la vapeur d'eau, c'est un truc qui était quand même très, très mystérieux. Donc, ce que dit Dewey, c'est un concept isolé et non pas transitif. Et tout le truc de Dewey, c'est de dire, ce qui explique, c'est ce qui est transitif, c'est ce qui permet de connecter, en fait, c'est ce qu'on va voir. Et justement, le fait de dire que c'est une molécule, ça veut dire qu'on va la connecter au gaz et au solide. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si vous prenez, donc empiriquement, de l'eau et que vous la faites s'évaporer, vous la chauffez, et que vous prenez ce gaz-là et vous le recondensez, vous retombez sur l'eau. D'accord? C'est la même quantité, notamment, et puis si vous la congelez ou pas. Donc il y a quelque chose qui se conserve, et la molécule d'eau va, en grande partie, pointer vers ça. Mais quand on dit que c'est H2O, et ça c'est une très très longue histoire, il y a un très bon bouquin qui s'appelle « Is Water H2O ?» qui raconte toute cette histoire-là, et c'est super compliqué. Quand on dit que l'eau c'est H2O, eh bien, on est aussi en train de la connecter, évidemment, à H et à O, d'accord, à l'hydrogène et à l'oxygène, et puis par là, par tout le tableau périodique, etc. Et donc, ce que dit Dewey, je vais creuser ça, il dit H2O n'est pas, s'agissant de sa position dans l'être réel, un rival de l'eau dont on fait usage, d'accord. Il faut bien se mettre en tête, et ça pour un scientifique, moi j'ai mis longtemps, il faut bien se mettre en tête que l'image que je vous ai montrée avant, ça là, ça c'est vraiment juste un modèle en fait de l'eau. C'est pas comme ça l'eau, vraiment, et que nous on ne voit que ça parce que nos yeux sont des petits, ne sont pas très bons, aussi bons qu'un microscope, d'accord? Donc ça c'est vraiment juste, et c'est important, un modèle. Et les opérations expérimentales font que H2O se présente comme une possibilité additionnelle de contrôle sur l'eau. Donc par exemple d'évaporer, de conserver la quantité et puis ensuite de la relier à H et O. Et il dit, bon, l'idée selon laquelle ces découvertes correspondent au dévoilement de propriétés inhérentes au réel ultime, c'est une survivance de l'ancienne métaphysique d'origine religieuse, donc ça c'est ce qu'on pourrait dire à Dieu, mais c'est pas vraiment le cœur du truc ici. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? Et là, bon, si les chimistes, c'est les chimistes qui ont fait ça quand même avant les physiciens, je rends quand même avant de me faire traiter de physicien impérialiste. C'est les chimistes qui ont fait ça, et ce qui est intéressant, c'est prenez la définition de Lavoisier du corps simple. Il dit, c'est une définition très pragmatique, il dit un corps simple c'est le dernier terme auquel parvient l'analyse, toutes les substances que nous n'avons encore pu décomposer par aucun moyen sont des éléments. Voilà, c'est simple, c'est-à-dire vous prenez un truc, vous essayez, vous lui faites la chauffer, vous faites tout ce que vous pouvez, si vous n'arrivez pas à la décomposer, bah, ça veut dire que vous êtes face à un élément. Évidemment, c'est une définition qui dépend des techniques actuelles, ok, mais en tout cas, tant qu'on reste dans un monde technique donné, ça marche. Et pourquoi c'est important? Pourquoi c'est pas très grave que ça dépende des techniques? C'est parce que, en tout cas, dans un cadre donné, bah, si c'est pas décomposable, ce qui est important, c'est que c'est stable et invariant. Et ça, c'est bien expliqué dans l'Encyclopédie universaliste. Ils disent, voilà, l'élémentaire, au sens de corps simple, ce n'est pas spécifiquement le terme des purifications, mais aussi ce qui est isolé et transférable sans altération dans divers parcours de réaction. C'est l'invariant empirique discernable entre les métamorphoses des combinaisons. Par exemple, l'oxygène se révèle élémentaire quand il est échangeable entre l'oxyde de mercure, d'où il se sépare par dissociation thermique, et l'eau, dont on peut l'extraire par électrolyse. Extrait de l'un, il peut se recombiner dans l'autre, les caractères spécifiques des composés se retrouvant identiques. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça, concrètement, j'ai fait un petit truc, je me suis fait un peu chimiste. Vous prenez ce truc là-haut, là, qui est la poudre orangée. Ça, c'est l'oxyde de mercure.
a priori, ce truc-là n'a strictement aucun rapport ni avec un gaz, ni avec le mercure qui est un liquide brillant, d'accord? Mais il se trouve que, comme dit Lavoisier, ben maintenant, si vous commencez à maltraiter cette matière-là, et que vous la chauffez, donc c'est très empirique tout ça, vous la chauffez dans un tube, là, à essai, et bien ce qui se passe, donc c'est la photo qui est au milieu, là, bon, on ne le voit pas très bien, donc il y a une partie de la poudre orangée qui a déjà donné un truc brillant, là, vous voyez, il y a un petit effet miroir, là, en haut du tube à essai au milieu, là. Donc en fait, c'est un métal qui se dépose sur les parois, voilà, et si vous vous préoccupez de recueillir ce qui sort du tube quand vous chauffez, eh bien en fait vous vous rendez compte que si vous mettez une flamme dans ce gaz, en fait, enfin dans ce qui a l'air de sortir de là, bah, ce gaz, enfin cette flamme-là, elle se ravive, et donc vous allez pouvoir attacher ça à de l'oxygène, ok? Et si vous faites des trucs plus sophistiqués du style de gaz que vous récupérez de là, vous le mélangez au gaz, vous le comparez au gaz qui sort de l'électrolyse de l'eau, vous voyez que vous ne trouvez aucune différence en fait entre les deux, donc vous dites c'est la même chose, donc c'est l'oxygène. Et voilà, etc., etc. Donc c'est vraiment des trucs empiriques comme ça, et ce qui est pratique, c'est que le terme auquel vous arrivez, c'est-à-dire le mercure ou l'oxygène, là vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça c'est stable, okay? Et donc ça vous permet d'avoir des sortes de briques de base, l'image de l'alphabet est souvent prise, mais l'essentiel c'est que c'est des trucs fiables qui vont vous permettre de connecter, par exemple, cette poudre orangée et l'oxygène, ou la poudre orangée et le mercure, qui a priori, il n'y a aucune connexion entre les deux, d'accord? Et si vous connectez ces deux choses-là, bah, vous avez des moyens d'agir que vous n'aviez pas avant, et des moyens d'agir fiables, puisque ces corps-là sont stables, vous pouvez leur faire confiance. Donc, alors, bon, je ne rentre pas dans les détails, il y a des bouquins et des bouquins là-dessus, mais ça c'est la philosophie de la chose. Notamment, un des critères qui était important, enfin ça j'ai mis une image juste de l'électrolyse, quand Volta a inventé sa pile, ça a permis de dissocier des trucs qu'on pensait être des éléments jusque-là, parce que vous avez d'autres moyens d'agir sur la matière, donc vous voyez que c'est relié à cette idée d'engine science et d'emprise machinique aussi. Et ce qui est par exemple une des choses qui était quand même importante, c'est que les éléments au sens matière non altérable qu'on obtient à la fin des décompositions sont identiques en nature et en masse, quels que soient les chemins par lesquels vous les avez transformés. Ça c'est important, parce que si on les transformant différemment, ça aurait pu être le cas, peut-être on aurait pu trouver des trucs différents, bah ça aurait été plus difficile de les résumer sous la forme de molécules ou d'atomes ou de corps simples, d'accord? Je fais ça parce qu'en fait, je donne un cours sur la modélisation de systèmes complexes, et souvent les économistes notamment et les physiciens qui s'attaquent aux systèmes sociaux prennent l'image d'atome social. Et donc atome social, si on prend le mot au sens propre, eh ben, il faudrait qu'on puisse faire les mêmes types de démarches à partir des matériels sociaux, je ne sais pas comment il faudra l'appeler, pour aboutir à, si on prend au sérieux empiriquement, à des trucs d'atomes sociaux. Et en fait, on voit bien que ça ne tient pas la route. Enfin, quand on regarde les sciences en pratique, telles qu'elles se font, bah, l'idée d'atome social n'a pas de... Ça marche pas, notamment ce genre de choses-là ne marche pas. Mais bon, c'est pas le but ici. Donc je résume cette idée de Dewey. Mais en fait, vous avez différents types d'expériences avec la matière. C'est, je sais pas, l'eau qui coule ou qui est bonne à boire, la glace qui flotte sur l'eau, ou etc. Ou la vapeur d'eau dans les nuages, ou le fait que voilà. Et a priori, ce sont des phénomènes distincts. Il n'y a pas tellement de rapport entre ces phénomènes-là, sauf que, voilà, empiriquement, on va se rendre compte que l'on peut les transformer les uns dans les autres sans perte. Et donc, en gros, on va créer une sorte d'intersection entre tous ces phénomènes-là, qui est justement ce que Dewey appelle une explication, c'est-à-dire quelque chose qui permet de connecter. Et ce qui permet de connecter, c'est ici l'idée de molécules. Et donc, vous voyez, ce que dit Dewey, c'est que les atomes connectent des expériences, et ils les connectent bien grâce à la stabilité, en fait. C'est pas une connexion arbitraire, vous pouvez pas mettre n'importe quoi entre ces trucs-là, d'accord? C'est bien établi empiriquement, donc c'est une connexion qui tient la route. Mais vous voyez que c'est pas plus réel ou moins réel, que c'est juste une autre manière de voir la matière. Alors Dewey prend l'exemple du prix pour les objets. Il dit voilà, le prix, c'est pas la réalité profonde d'un objet, c'est juste une caractéristique additionnelle qu'on va donner à l'objet et qui est importante si vous voulez l'échanger. De la même manière, dire que l'eau c'est H2O, c'est pas dire la réalité de l'eau, c'est donner une caractéristique additionnelle à l'eau qui est importante, donc pas pour l'échange, mais pour le faire rentrer dans les circuits des sciences en fait. Et donc tant que vous n'êtes pas dans les circuits des sciences, dire que oh, c'est H2O,
ça n'a pas tellement d'intérêt. Donc la vulgarisation scientifique qui veut aussi nous faire croire ça, c'est bien, mais enfin, il faut quand même dire que c'est pour rentrer dans ces réseaux-là, en fait. C'est là que ça devient pertinent. C'est pas que ce soit faux ou vrai, c'est pas la question, mais c'est est-ce que c'est pertinent ou pas, voilà. Et donc, si vous voulez comprendre grâce aux atomes, eh bien, pourquoi est-ce que la physique a mis si longtemps à utiliser, donc voilà, les atomes connectent, ça permet, c'est une sorte de fiche d'identité fiable des matériaux, et c'est à ça que ça sert essentiellement les atomes. Quand vous regardez, d'ailleurs, j'ai fait le test dans Web of Science, vous cherchez atomes, par exemple, à quoi ça sert? Dans les matériaux, ça sert essentiellement à à détecter des trucs polluants ou des choses. Donc c'est vraiment une sorte de fiche d'identité. Je pense que le génome, c'est un peu pareil, hein, mais bon, il va falloir que j'accélère un petit peu. Donc en gros, les atomes, disons, cette prise sur la matière, elle se fait à une échelle tellement petite que, en fait, en gros, les atomes ne sont pas très pertinents pour comprendre la matière, en tout cas la matière réelle. Parce que, voilà, quand vous tordez une cuillère, par exemple, ce qui se passe au niveau atomique, si on veut le modéliser, donc le modèle atomique de ça, c'est un enchevêtrement de mouvements d'atomes dans tous les sens qui sont incompréhensibles, en fait. Donc ça vous aide pas tellement, la vision atomique. En gros, pour que la vision atomique devienne pertinente, même pour la vision scientifique de la matière, il faut travailler sur des matériaux artificiels et purifiés. Sinon, ça ne sert à rien. Ça ne vous donne pas de prise. Et notamment, donc vous voyez ce que j'ai tracé ici. Oups, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc en gros, vous êtes obligé de réordonner les atomes et de les purifier pour que vous n'ayez qu'un seul type d'atome. Et à ce moment-là, vous arrivez ça c'est le silicium cristallin. Et à ce moment-là, en fait, tous les atomes sont identiques. Vous voyez, ils ont tous la même nature chimique, ils ont tous le même environnement, donc ils sont que des copies d'un seul atome, et à ce moment-là, vous pouvez faire des maths dessus. Et notamment, la mécanique quantique a commencé à dire, si on avait des atomes, on pourrait peut-être avoir des corps qui ne seraient ni métalliques ni isolants, mais un peu entre les deux, et ça serait intéressant parce qu'on pourrait doser finement leur conductivité de ces semi-conducteurs et faire des dispositifs amplificateurs, des transistors, ce qu'on faisait avant avec des lampes à vide et tout ça, et ça pourrait permettre de faire des calculs et de rendre des machines à calculer qui avant étaient mécaniques de manière beaucoup plus performante. Mais donc pour ça, il fallait transformer la matière, donc qui est trop impure. Donc en métallurgie, en fait, ça coûte trop cher je ne sais pas pourquoi il s'affole. Ça coûte trop cher de purifier pour des applications. Donc en gros, la métallurgie reste très empirique, alors que le matériau qui est vraiment l'emblématique de l'approche atomique de la matière, de l'approche de la physique, c'est les semi-conducteurs, qui étaient d'abord une prédiction théorique, et qui, grâce au fait qu'on a su les purifier, eh bien, on a pu fabriquer des transistors. Mais évidemment, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans des salles où on fait des semi-conducteurs, vous avez déjà vu ça, mais en fait, c'est des salles blanches où on rentre avec scaphandre et tout ça. Il faut vraiment, voilà, c'est une matière très artificielle qui permet de construire ces semi-conducteurs. Donc la physique de la matière, donc l'approche atomique, vous voyez, s'inscrit d'emblée dans ces grands circuits longs, parce que c'est des circuits technologiques. Sans la technologie qui purifie la matière, l'approche de la physique, en gros les atomes, ça sert à rien. C'est un peu comme avoir une voiture dans la forêt amazonienne, si vous n'avez pas des routes, des garages, de stations essence, etc. Et même une Ferrari, ça ne va pas vous emmener très très loin. Et donc c'est ce qui a permis, l'explosion de l'électronique, je passe là-dessus, c'est pas très intéressant ici. Donc, pour avancer en terrain moins connu, mais je pense qu'il y a vraiment une analogie assez simple à faire, c'est les gènes. Disons, en gros, les atomes sont pour la physique ce que les gènes sont pour la biologie. C'est la transformation du savoir pour rentrer dans ces circuits longs. Et là, on a un article très, très, très important et très intéressant de Christophe Bonneuil qui s'appelle « Une histoire culturelle de la génétique ». Et il cite pour commencer une phrase de Blair Ingham, donc qui était au début dans l'industrialisation en gros de la matière vivante, qui dit l'idéal pour l'industrie c'est d'opérer sur des produits dont la nature est bien définie et qui sont toujours identiques à eux-mêmes. Il existe des méthodes excellentes pour purifier la matière inerte, mais la matière vivante est plus compliquée. Et le fermier qui ne connaît pas très bien la valeur de ces méthodes-là, il peut pas donner la garantie que, disons, qu'il serait nécessaire à l'industriel d'avoir une matière constante en entrée. Et donc ça produit plein de problèmes économiques. Donc vous voyez, 1905, c'est pas nouveau. Et donc comment est-ce que les plantes, notamment ici, Christophe Bonneuil s'intéresse essentiellement aux plantes,
comment est-ce qu'on va pouvoir les récupérer et les faire circuler dans ces longs circuits industriels mais aussi scientifiques, c'est qu'on va essayer de distinguer deux sources de variabilité et séparer le génome d'un côté et l'environnement de l'autre. Et donc Bonneuil dit, voilà, on va discipliner les organismes, c'est un peu la métaphore du tigre toujours, dans une identité génétique interne, voilà, donc il va aider à les standardiser, enfin standardiser leur comportement, et un paramètre externe. Et le fait de faire ça, bah, ça va permettre, dans un contexte de production, de rationaliser la production des processus de production industrielle, et dans un contexte expérimental, de séparer et de mesurer surtout l'influence des deux. Et en fait, il y a un parallèle fort entre les deux, en fait. Et donc ça tombait aussi à un moment, au début du XXe, où l'évolution c'était trop lent en fait pour améliorer les plantes, l'évolution darwinienne si vous voulez. Et donc il faut trouver des manières de dompter le vivant comme on avait dompté les forces de la nature. Okay, et donc pour faire ça, il va falloir trouver une autre vision. Vous savez, Darwin n'avait pas du tout l'idée de génome, hein. Je parle sous le contrôle de biologistes, là aussi, au fond de la salle. Et donc il fallait rendre la variation et l'hérédité non pas juste un truc qui se produit hors de notre contrôle, mais il fallait l'amener sous notre contrôle plutôt que de le laisser comme un phénomène naturel. Et donc essayer de créer un organisme qu'on pouvait fixer. Et vraiment, ça s'est fait en même temps, la biologie, la génétique, on va dire, et l'industrialisation de la vie. Et, oula, mais bon, je ne sais pas ce qui se passe, de temps en temps, hop. Et donc la clé du contrôle, ouais, c'est ça, c'était de créer, vous voyez, comme des matériaux purifiés. Alors on ne peut pas purifier le vivant, évidemment, on ne peut pas mettre que un seul type d'atome sur le vivant, parce que bon, c'est contradictoire avec le côté vivant, évidemment, mais donc l'équivalent de ça, ça va être de rendre la descendance invariable, stable. D'accord. Et donc Bonneuil donne l'exemple de Louis de Villemorin, donc c'est au 19e siècle, hein, donc c'est vraiment pendant la révolution industrielle. Louis de Villemorin qu'on connaît encore, hein, il y a encore les plantes de Villemorin, je crois, les pépinières et tout ça. Il va développer une manière de sélectionner les betteraves pour leur teneur en sucre, c'est ça qui l'intéresse à l'époque pour l'industrie sucrière, et c'est en gros ça qu'on va conceptualiser ensuite avec le génome. Donc il développe un système qui permet d'estimer la teneur en sucre. Et il est le pionnier de cette technique qu'on appelle sélection généalogique, qui consiste à sélectionner des individus uniques, voilà, plutôt que des populations, comme point de départ d'une nouvelle race, et à documenter de manière très précise toute la généalogie. Donc il note en 1956 que la descendance de certains individus était parfois homogène, et celle d'autres individus très variable. D'accord ? Donc les plantes qui sortent d'une plante certaine sont toujours ressemblables aux parents, et puis d'autres sont très différents. Et donc il a proposé que la sélection ne se limite pas à la sélection de types de haute performance, mais aussi de lignées avec une variabilité minimale afin de parvenir à la création d'une race de composition constante. Vous voyez, le truc standard, c'était de dire, bah, je veux, je sais pas, des plantes qui produisent beaucoup par hectare, et donc je vais sélectionner les trucs qui choisissent, enfin qui sont très productifs, sans me préoccuper du reste. Et Villemorin dit, bah, en fait, il n'y a pas que ça. Ce qui compte aussi, c'est d'avoir des choses qui sont reproductibles dans toutes les... de père en fils, ou de mère en fille, ou de mère en fils, vous voudrez. Parce que ça permet quoi? Ben, une fois que vous avez un truc que vous avez bien identifié, qui est productif, et qui surtout est stable, eh bien parce que ça, c'est une contrainte du vivant, ben, ça se reproduit, c'est comme ça. Et enfin, ça ne peut garder, enfin, vous pouvez le maintenir que par reproduction, et bien ça vous permet de breveter et de créer du coup des marchés et des matériaux stable pour les industriels, d'accord, et donc reproductible. C'est ça qui permet la standardisation et la rationalisation de la vie au niveau industriel. Et l'exemple le plus connu, c'est la levure de la bière, qui, en fait, a été menée, donc pareil, au 19e siècle. Alors bon, il y a toute une histoire assez compliquée, hein, je ne rentre pas trop dans les détails ici, mais il suffira de noter que la personne de Jacobsen, donc, qui a fondé Carlsberg, qui existe toujours, hein, de la bière au Danemark, a aussi créé un laboratoire de recherche biochimique, s'est appuyé sur Pasteur et sur Koch à Berlin, et en gros ce qu'il voulait c'était stabiliser la levure, donc créer un type de levure qui produise toujours la même bière, de manière fiable, d'accord ?
Et donc il a effectivement marketé, enfin disons, en prenant un type de levure, il a créé voilà, la première levure de bière Carlsberg, levure numéro 1. Et voilà, et après il fallait stabiliser aussi l'orge, et donc de la même manière, on va créer un type d'orge qui soit reproductible et qui mène toujours qui réagisse toujours de la même manière dans les mêmes conditions. Et donc, vous voyez, ce que les gens ont commencé à se dire, c'est que quand vous regardez une plante, le génotype, enfin pas le génotype, le phénotype, pardon, quand vous la voyez, ça ne vous donne pas des informations fiables sur est-ce que ça va être stable ou pas en fait. Et donc il va falloir créer, un peu comme les atomes, il va falloir créer une sorte d'espace un peu abstrait, de modèles qui vous disent qu'est-ce qui détermine que c'est stable ou pas. Et ça va être fait par Johannsen, donc c'est en gros celui qui a inventé, on va dire, la génomique, qui était d'ailleurs assistant-chercheur dans le laboratoire de Carlsberg de bière, donc entre 1880 et 1887, juste au moment où il y avait ces histoires de levure. Et il a fait des expériences, alors pas avec des levures, mais avec des beans, donc des haricots, où il arrivait à montrer voilà, qu'il y avait certains types de plantes qui avaient une reproduction tout à fait stable. Et donc il a dit, voilà, une sorte d'hérédité profonde, et ça, je vais appeler ça il doit y avoir un génotype qui explique que c'est vraiment stable, un peu comme les atomes en fait, d'accord ? Et donc, il dit, voilà, Johannsen, il prend cette image-là explicitement. Johannsen dit, le génotype, c'est en gros la constitution interne d'organismes individuels. C'est ahistorique en nature, et ça, c'est quelque chose qui est surprenant pour l'évolution, qui est supposée être vraiment un phénomène historique. Donc, il y a quelque chose d'anhistorique là-dedans, et indépendant de l'histoire des générations précédentes, et analogue à la constitution des substances, la constitution chimique, donc comme l'eau H2O ou l'acide chlorhydrique HCl. Et en fonction des circonstances, comme l'eau peut être vapeur, gaz, etc., eh bien en fait les plantes, mais c'est toujours le même génome si vous voulez, d'accord ? Mais en fonction de l'environnement, ça peut être variable, mais on a bien séparé les deux. Il y a la variabilité intrinsèque de la plante qui vient du génome, et puis il y a la variabilité qui vient des paramètres de l'environnement si vous voulez. Et donc ça, c'est la vision qui permet d'introduire les plantes dans ces longs circuits, de les stabiliser. Et donc ça, c'est le point de vue spécifique des longs circuits sur le vivant. D'accord ? Et donc c'est ça qui crée la génomique moderne. Et donc les gènes sont des sortes d'éléments abstraits dans un espace abstrait, mais qu'on pouvait explorer grâce à des expériences typiques, d'ailleurs, qui ne seront plus des expériences de sélection en profondeur, mais des expériences de sélection en parallèle. Mais bon, ça, bon oeil le regarde si vous voulez, c'est vraiment intéressant. Donc vous voyez, ça c'est deux exemples qui vous montrent que dans les réseaux longs circulent d'autres savoirs. En gros, il faut transformer le savoir pour qu'il puisse circuler dans les réseaux longs. Et tout ça, ça s'est fait de manière cohérente et en collaboration entre industrie et science en fait. Mais on peut aussi, voilà, il y a aussi d'autres aliments qui circulent, d'autres sociétés de type d'État, les villes modernes, donc ça, j'aurai pas le temps, j'y reviendrai peut-être au prochain cours. Je voulais juste finir par un article de Latour qui résume ça très bien, qui est d'ailleurs assez drôle à lire, si vous voulez le lire, ça s'appelle « Politics of Explanation ». Et donc il dit, et c'est ça qui résume un peu ce que je viens de vous dire, eh bien que si on prend une définition assez simple d'explication, mais une explication c'est quoi? C'est une relation entre deux listes. Donc à gauche vous avez A, la liste des éléments qui sont censés apporter une explication, et à B, la liste des éléments que vous essayez d'expliquer. Et l'intérêt de l'explication, c'est que quand vous avez un X en A, eh bien en fait, si vous arrivez à les relier par des explications aux éléments X', Y' et Z' en B, eh bien à ce moment-là, vous avez un moyen de contrôle en fait. D'accord ? Et cette idée de contrôler et d'avoir de l'information qui circule, etc., c'est en gros une définition du pouvoir. Donc que ce soit le pouvoir d'expliquer, que ce soit le pouvoir de contrôler, que ce soit le pouvoir sur des sujets, etc. Vous voyez bien qu'en A c'est le centre maintenant, et en B ça va être le monde.
Et ça vous donne une sensation de puissance, d'économie et même une satisfaction esthétique que les physiciens connaissent bien. En gros, hein, X, Y, X', Y', Z', c'est les positions des planètes. Il y en a plein dans tous les sens, etc. Et à X, c'est les équations de Newton. Et donc vous avez un seul truc, et avec ça, vous tenez le monde. Hein, je reviens à mes idées de lois de la nature qui sont censées gouverner le monde, etc. Et ça donne quand même un sentiment de puissance et de voilà. Donc ça, ok. Mais ce qui est là où ça devient intéressant, la tour dit, mais en fait, ok, ça, supposons que ce soit une explication, mais pourquoi est-ce qu'on veut expliquer? Alors bon, il dit il y a plusieurs types, alors juste avant, je vais aller trop vite, mais il y a plusieurs types d'explications. Évidemment, celle qui fait fantasmer depuis la science classique, c'est la déduction, c'est-à-dire que tous les éléments de B, y compris ceux non encore connus, peuvent être déduits d'un élément de A. Typiquement, les lois de Newton, eh bien, en fait, vous pouvez même déduire des choses qui n'étaient pas encore en B, c'est l'existence de Neptune, par exemple. Vous pouvez, grâce aux équations de Newton, montrer qu'il y a une autre planète que personne ne connaissait, et vous la tenez aussi avec les équations de Newton. Donc ça, c'est génial, mais c'est vraiment l'exception plus qu'autre chose. Après, évidemment, dès que vous rentrez vous sortez du système solaire, vous avez plutôt des corrélations, c'est-à-dire A, c'est donc X dans A, c'est une relation entre plusieurs éléments de B, souvent significativement, etc. Et puis à la fin, on arrive à la description, c'est une répétition de B, mais arrangée autrement pour essayer d'en donner des cohérences. Ça, c'est l'histoire. La question, c'est à quoi ça sert d'expliquer? Et en fait, vous voyez bien qu'expliquer ici, il y a le parallèle de contrôler depuis un centre, et c'est là où il dit expliquer, c'est bâtir un empire. C'est-à-dire, si vous êtes en B, et vous voulez rester en B, il n'y a pas besoin d'explication. Je sais pas, vous jouez au foot, vous savez, enfin, je sais pas, Messi, pour prendre un exemple au hasard, il connaît probablement pas beaucoup la physique du ballon, ni la physique des trajectoires des corps, etc., mais c'est pas très pertinent pour lui, il s'en fiche, même s'il y a des labos qui essayent de travailler là-dessus, mais bon, lui, il reste en B, tout ça, il n'a rien expliqué, il n'en a pas besoin du tout, en fait. Si vous êtes en A, vous êtes dans un labo de physique théorique, vous êtes dans un labo d'informatique théorique et que vous faites des beaux théorèmes ou des maths, encore mieux, vous faites des maths, vous faites des trucs, le monde réel vous intéresse peu, vous n'avez pas besoin d'explication, vous restez en A, vous faites des jolis trucs, tous ces éléments que certains ont rapatriés ou ces éléments idéaux, vous les mélangez entre eux et c'est tout. On va avoir besoin d'explications lorsque vous êtes en A, mais vous voulez agir en B. Vous êtes à Lisbonne et vous voulez agir je sais pas, au Brésil pour les Portugais ou en Inde ou aux Indes, etc. Ou vous êtes justement un physicien et vous voulez agir sur ce que fait Messi. Eh bien, à ce moment-là, c'est là où vous allez essayer d'établir des liens solides entre vos équations et ce qui se passe sur le terrain. Et à ce moment-là, il va falloir établir des ponts, donc avoir de l'information qui revient, justement, c'est ce qu'on a vu, le mouvement là, donc prendre ces mobiles immuables dont parle la tour, les ramener dans le labo, essayer d'en ramener pas mal, les combiner, voir un peu si vous gagnez quelque chose en les combinant. Ou de la même manière, vous allez essayer de contrôler les propriétés des semi-conducteurs ou de contrôler les propriétés des plantes, et à ce moment-là, vous avez besoin d'expliquer, c'est-à-dire de ramener les plantes, d'utiliser le génome pour, je sais pas, faire des OGM ou faire des trucs comme ça, et puis ensuite de revenir dans le monde grâce à ce que vous avez gagné dans le laboratoire, ou de faire des semi-conducteurs, etc., etc. Mais vous voyez bien que expliquer, du coup, ça veut dire renforcer les centres, et donner du pouvoir au centre et pas tellement à B. D'accord ? Et donc ça, vous voyez que ça pose aussi des problèmes. En fait, en gros, c'est un peu ça. Si vous faites de l'informatique et que vous faites des très beaux algorithmes qui permettent de, je sais pas, interpréter des informations, vous donnez du pouvoir à qui? Vous donnez du pouvoir essentiellement à ceux qui ont les données et qui peuvent les rapatrier et les analyser. Donc en gros, les informaticiens en France travaillent pour Google ou pour Facebook. Donc en gros, est-ce qu'il faut continuer à faire de l'informatique théorique en France ou pas? Ou est-ce que, voilà, et c'était la même chose qu'on disait déjà dans les années 70 en Argentine, c'était, on développe une science des physiciens en Argentine et en fait tous ces physiciens-là, ils finissent par aller travailler en Europe, aux États-Unis, parce que c'est le seul endroit où vous avez des labos équipés et de l'argent pour les faire travailler. Donc en fait, on est en train d'éduquer les cadres du premier monde, comme on l'appelait. Et donc, est-ce bien raisonnable ou est-ce qu'il faut développer une science argentine? Et qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, en fait? Une science argentine qui serait pertinente pour l'Argentine, voilà, mais qui serait scientifique quand même. Et donc ça, c'est des questions qu'on posait déjà dans les années 70.
et sur laquelle on reviendra évidemment la prochaine fois. Et donc la tour, je finis juste, il dit quelle est l'alternative aux explications? Il dit en fait c'est plutôt d'écrire des textes qui n'essayent pas d'expliquer mais qui aident les lecteurs à comprendre leur pratique. Et donc ça c'est en gros voilà, la sociologie des sciences, et le pari que fait la tour, c'est-à-dire la sociologie des sciences, elle ne doit pas, parce qu'en fait son texte est sur la sociologie des sciences, elle ne doit pas se placer comme les sciences en position de surplomb sur le monde et dire voilà, nous on va expliquer aux scientifiques comment il faut faire ou comment ils doivent faire. C'est pas la philosophie en fait, c'est pas l'épistémologie qui essaie de trouver des critères normatifs. Donc se placer en A par rapport aux sciences qui seraient en B, parce que là il dit, là on rentre dans un truc de régression infinie, parce que si on suppose être scientifique, mais qu'on explique, mais quelle est notre légitimité par rapport aux autres sciences, enfin bon, et puis il y a des trucs très drôles là-dedans sur la réflexivité, voilà, et donc ce qu'il faut c'est plutôt, idéalement en fait, co-publier avec les scientifiques des textes qu'on écrit ensemble, mais qui décrivent à la fois ce qu'ils font, comment ils le font, et en gros leur vision située et leur connaissance située. En même temps, on produit la connaissance et on la situe, et il n'utilise pas le terme, je crois pas, mais je me rappelle pas, mais donc voilà, c'est plutôt écrire des textes, et vous voyez qu'à ce moment-là, on n'est pas en A vraiment, on est dans un truc un peu, on reste en B quelque part, mais dans un B, une sorte de mélange avec le A qu'il faudrait juste qu'il n'explicite pas trop d'ailleurs. Mais vous voyez, c'est politics explanation, c'est dans ce terme-là, enfin dans ce sens-là. Bon, je voulais finir avec un petit texte de Michel Serres, mais je vous le lirai la prochaine fois, où il montre de manière plus évocatrice, il me semble, et assez intéressante, cette tension, en gros, entre ces savoirs scientifiques et adaptés à leur monde, et puis les savoirs scientifiques et le bouleversement que ça entraîne, mais on commencera par ça la prochaine fois pour qu'il nous reste un petit peu de temps. Voilà, merci.